Nous évoquions donc tantôt la disparition de la mégastar du football Diego Maradona, qui est donc décédé à l'âge de 60 ans. Maradona, on ne peut pas parler de lui justement sans parler de ses excès, la drogue, l'alcool notamment. Et Adam Adjonou Maradona, il a déjà fait 2 AVC et c'est le 3e qui va l'emporter. Oui, naturellement. Vous l'avez dit même avant même d'aborder même ce sujet d'AVC. Vous avez dit, vous ne l'avez pas connu, vous étiez trop petit. Or, Maradona avait commencé déjà par monter cet talent-là de 9 ans. À 16 ans, il avait déjà gravi l'échelon pour devenir déjà une référence en compétition nationale et voire internationale, parce que c'est partant de là. Et déjà à 18 ans, c'était un homme, un joueur planétaire. Donc, vous convenez avec moi qu'à partir du moment où vous n'avez pas l'amour, ce n'était pas vous votre chose. Et naturellement, lui, à 6 ans ou à 7 ans déjà, il connaissait déjà les références en matière de football déjà international. Donc, vous voyez, donc, je pense que le talent de chaque personnalité commence très tôt, surtout lorsque nous prenons l'aspect sportif. Ça commence très tôt et directement, on sait directement que, voilà, puisque Maradona n'a pas forcément fait une école de football, c'est quelqu'un qui est parti des ghettos, mais il avait quand même, il s'est fixé des objectifs qu'il voulait forcément atteindre. Et malgré qu'il n'était pas bien loti, il était d'une famille pauvre, il s'est donné, il y avait déjà cette addiction de drogue déjà à 10 ans, eux, c'était déjà dans le ghetto, c'était facile à faire. Donc, tout ceci ont conduit réellement à ces ennuis de santé et des AVC, des crises à répétition que vous venez donc de citer. Fort heureusement, il s'est fait aussi une bonne santé financière qui ont permis quand même de le tirer d'affaire, puisqu'il avait carrément raté la mort. Lors du deuxième AVC, c'était carrément probant, c'était pas extraordinaire qu'il est carrément sorti. Et cette fois-ci, lorsqu'on a appris que Diego Maradona était sorti d'hôpital après avoir suivi cette opération, tout le monde s'est quand même applaudi. Mais malheureusement, forcément qu'il n'avait pas continué pas à suivre ces ennuis liés donc non seulement aux AVC, mais sa crise cardiaque n'était pas quand même les premiers actes qu'il a commencé. Ça avait commencé un peu plus tôt, mais on avait focalisé l'attention sur, disons, l'opération qu'il a eue, si bien qu'on a lâché ce côté-là qui finalement l'a emporté puisqu'il dormait calmement. Et au moment où on peut constater qu'il avait eu un relâchement, c'était déjà trop tard. Donc moi je me dis, lorsque vous-même vous avez donc une santé assez fragile, liée donc à ces addictions de drogue, liée donc à un certain nombre de pratiques, l'alcool, etc., qui ne vont pas, et que vous êtes arrivé à ce niveau disons, d'aisance financière, etc., il faudrait réellement quand même qu'on puisse prendre soin de nos santé, avoir un médecin qui nous suive régulièrement et éviter naturellement de retomber dans, disons, dans ces errances-là. Et nous-mêmes, je pense que ça doit nous conduire à regarder réellement nos potentialités en ce qui concerne donc la santé, ce que nous ne faisons pas d'habitude. Et malheureusement, ça naturellement eu raison. On n'arrive pas à comprendre comment cet homme athlétique, ce grand sportif, a pu se laisser entraîner dans ses excès. À un moment donné, Maradona a pesé jusqu'à 100 kilos. Même dans les dernières vidéos qu'on voit de lui, c'est difficilement qu'il marche. Pourtant, il est sportif. Oui, et on se demandera toujours comment une grande personnalité une grande figure comme Maradona s'est adonné à de telles pratiques. Généralement, ceux qui prennent de la drogue, de l'alcool, généralement, dans la jeunesse, c'est des gens qui sont paumés, généralement, qui ont des problèmes, qui n'ont pas des moyens financiers. Et je crois qu'Adam venait de le dire, c'est un monsieur qui très tôt a eu de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un. Il est né d'une famille, il avait d'autres frères, tout ça, mais lui, il s'est propulsé. Il avait des moyens. Non. Je crois que ses devoirs sont partis. Sa chance et sa malchance, c'est d'avoir connu Naples, où il a été un grand joueur professionnel en Italie, où, à côté du football, il a côtoyé les narcotrafiquants. C'était sa déchéance. Sinon, bon, si vous suivez, même quand il était petit, quand nous avons essayé de fouiller, il ne prenait pas de la drogue dans l'enfance, non. Quand bien même il vivait dans des ghettos, il ne prenait pas de la drogue. Alors, on se demandera pourquoi un homme si riche, à un moment donné, s'est donné à de tels abus de la drogue, de l'alcool. Quel problème il avait? Parce que vous avez quelqu'un qui a de l'argent, énormément d'argent, c'est une gloire, qui a une épouse, qui a des enfants.
Bon, jusqu'à ce qu'il meure, j'ai cherché à savoir quel problème il avait. Est-ce que quelque chose lui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait tant? Il n'a pas su gérer son statut. Comme l'homme est un être complexe, Maradona avait un problème que personne n'a jamais su. J'ai jamais compris pourquoi les médecins n'ont pas étudié. Est-ce que c'est parce que c'est l'excès, c'est l'aisance qui l'a conduit à prendre ces stupéfiants? Je n'ai pas compris. Finalement, c'est ça qui va le faire partir parce que il n'est pas plus âgé que des grands footballeurs dont nous venons de citer. Pelé à 80 ans. Il est là, ça suffit des grands footballeurs. Normalement, quand vous avez fait le football, vous avez été un grand sportif. Ce n'est pas toujours vérifié, mais ça vous aide. Vous avez la santé de faire pour rester longtemps. Mais chez lui, bon, voilà. Et malheureusement, il a choisi de s'adonner à ces genres de choses qui vont finir par le faire partir à 60 ans. Et à 60 ans, c'est même maintenant que l'Argentine devait avoir besoin de lui en tant que... Et même le monde entier. C'est maintenant même qu'il devait même avoir des grandes écoles de football à travers le monde, tout ça là. Et vous savez que Maradona avait un rêve. Vous savez que dans le domaine du football, il y a toujours un vide que Maradona a voulu combler. Le monde footballistique n'a pas de syndicat, n'a pas de jusqu'à présent. Alors, les grands footballeurs se sont toujours plaints, parfois, parce que parfois on signe des contrats, il y a des problèmes, ou parfois lors des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, tout ça là, les acteurs qui sont sur le terrain ne comprennent pas ce qui se passe avec les moyens financiers, qu'est-ce qu'on en fait avec. Et par la suite, même dans les grandes fédérations, vous avez des gens se querellent. Alors Maradona a voulu résoudre ce problème. Il a souhaité que les joueurs puissent créer un grand syndicat de football. Mais ce syndicat devait leur permettre véritablement à la fin de leur carrière ou bien avant d'aider beaucoup de jeunes, de faire en sorte que le football soit considéré comme une activité lucrative. Si tout le monde n'en a pas, des revenus des autres puissent être bons. Mais les grands lobbies footballistiques n'ont pas permis. Vous voyez, non. Bon, donc moi, je regrette véritablement qu'il soit parti. Je savais qu'il était malade. Je savais qu'il avait eu une fois l'AVC et qu'il était revenu. Je n'ai pas fait attention à son second. Mais de là, quand j'ai appris qu'il était malade, je pensais qu'il s'était assagi et qu'il avait compris qu'il ne devait pas être lui-même, qu'il appartenait au monde entier et que sa vie, les gens avaient besoin qu'il vive pour que le football puisse aller. Oui. Voilà. Dernière question sur lui, c'est Maradona, c'est aussi l'homme des phrases choc. Et moi, il y a un qui m'a le plus marqué, c'est que quand il a rencontré le pape, il n'a même pas hésité à se disputer avec le pape sur un point très précis. Il dit que c'est comme de l'hypocrisie parce que le pape dit lutter pour combattre la faim, alors que le plafond de sa résidence à Saint-Pierre, c'est plaqué or. Il lui dit, mais vendez l'or pour nourrir ses enfants, ces pauvres que vous dites défendre. Et ça, c'est aussi sa personnalité à Maradona. Oui, tout à fait, c'est sa personnalité, et à part ce que vous venez de citer, qui a créé carrément une sorte de tollé de par le monde, on ne le comprenait pas, beaucoup aussi l'ont critiqué, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs même la controverse qu'on devait donc faire, donc ajuster à cette personnalité qui était Maradona, qui a marqué son temps. Et naturellement, n'oubliez pas également la bagarre qu'il a eu à créer, où je pense que ça doit être le roi d'Espagne ou de Belgique qui était en pleine compétition, où là, carrément, la bagarre, il était obligé donc de quitter cette compétition pour autre compétition d'ailleurs même. Or, le roi était venu justement, compte tenu de la grandeur de la personnalité de Maradona. Malheureusement, il a choisi justement ce temps pour créer donc... disons, ce remue-ménage-là et qui malheureusement va le suivre à la fin. Et c'est vrai que vous l'avez parlé de Naples, où après lui, les deux coupes que n'a pas eu à avoir, après lui, il n'y en a plus. Ouais. Donc, il a eu quand même à marquer ce temps-là. Même, moi, je me dis, il avait sa manière à lui de pouvoir donc marquer le monde. Et l'une de ces manières qu'il a pu faire, c'est le cas que vous venez de citer, et d'autres cas également. Donc, c'était un homme controversé. Au moment où vous l'y attendez, le moins, c'est là où quand même il vous surprend. Et réellement, comme étant donné qu'il a eu quand même à faire de lui comme, disons, ce dieu de football, donc tout ce qui faisait peut-être que ça pouvait passer inaperçu ou créer carrément ces critiques de par le monde, on prenait toujours ça de bon côté. Mais ce qui est que, heureusement, étant donné qu'il est devenu dans ce dieu de football, les gens ont tendance quand même à fermer vite cette page-là et à revoir carrément ses prouesses qu'il a eu quand même à marquer en termes de football, etc. Oui, donc, je voudrais rapidement terminer par rapport à ta question pour dire que c'est quand Maradona a voulu se marier, il a voulu se marier, et il a organisé son mariage dans un grand stade.
dans un grand stade. Quand vous faites il a invité les grands noms de football. Il a acheté des billets d'avion aux gens pour son mariage. Donc son mariage, il y avait plein de monde, c'était dans le stade. Le pape a critiqué, il a dit non, qu'il pouvait faire ça de façon sobre et aider les populations pauvres. Mais il n'y a pas plus socialiste que Maradona. Et donc il dit, mais oui, c'est que le pape le critique, c'est bien, mais lui, il est allé à Rome, que quand vous allez rentrer dans le Vatican, tout est en ordre. C'est ça. Il dit, mais oui, lui aussi peut le faire, mais que Rome aussi. Là, c'est des vérités. Vous savez, ce sont des vérités. Et ça aussi, il faut avoir le courage. Vous savez, il faut être quelqu'un. C'est-à-dire avoir sa résidence parée d'or et sortir dehors pour dire... Il faut être courageux pour dire ça au papa, il l'a dit. Et vous savez, pour terminer sur la question, vous savez, Maradona, comme nous l'avons dit, c'était quelqu'un qui était craint. Quand vous avez les matchs de football. Et en 98, l'Afrique va participer à la Coupe du Monde avec le Cameroun. D'autres pays, mais 98, la Coupe du Monde 98. C'est avec Roger Mila, c'est en 94 98. Où le Cameroun a battu l'Argentine. 94, il me semble. Non, c'est le mondial 94. 98, c'est celui 90, pardon. 90. Pardon, 90. On s'est retrouvé. 90, pas 98. 90. La Coupe du Monde 90, où le Cameroun a représenté dignement l'Afrique. Parce que les autres équipes ont été éliminées. Il ne restait qu'un seul représentant. Mais déjà, oui, il était c'est là où le Cameroun, c'est grâce au projet du Cameroun que nous avions eu. La FIFA a accepté qu'il y ait un grand nombre d'équipes qui viennent. On a augmenté l'effectif. Donc, le premier match, c'était avec le Cameroun. Ce match-là est resté historique. Et le Cameroun, le représentant de l'Afrique, devait jouer avec l'Argentine, qui, en 86, avait déjà la Coupe du Monde. Donc, c'était le Cameroun, c'était l'Argentine qui était le... Voilà. Donc, avec un pays africain comme le Cameroun, avec match d'ouverture. Donc, Maradona rentre sur le terrain et il rend le stade, il acquiert le stade à sa cause. Donc, les Africains que nous étions, on regardait. Et à l'époque, c'était la victoire du Cameroun contre l'Argentine. Et ça, je crois que c'est resté gravé. Ça fait que Maradona meurt tout en ayant en esprit l'Afrique à travers le Cameroun. C'est aussi ça notre histoire avec Maradona. Autre décès maintenant, nous descendons sur le continent pour aller au Niger. L'ancien président Mamadou Baba Tandja est décédé mardi 24 novembre à Niamey. Il était âgé de 82 ans. Le président de la République et le gouvernement ont le regret de vous annoncer le décès de son Excellence Mamadou Tandja, ancien président de la République du Niger. Décès survenu ce jour 24 novembre à Niamey, selon donc un test du gouvernement. Un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national. Germain Sossou, Mamadou Tandja, c'est vrai qu'il a dirigé le Niger de 99 à 2010. Lui-même, c'est un ancien putschiste, puisqu'il est un ancien militaire, renversé par un putsch. Ce personnage est aussi un peu controversé, mais c'est aussi quelqu'un qu'on présente comme le père du développement à la base au niveau du Niger. Oui. Voilà, justement, c'est quelqu'un qui c'est un président contraste. C'est l'un des présidents qu'on présente comme des présidents contrastes. Où vous avez un monsieur qui avait une expérience politique, puisque lui, il a eu quand même la chance d'être ministre avant. Il a participé, comme Samuel l'a dit, à un coup d'État. Par la suite, il va tenter plusieurs fois, par 2 fois d'être chef de l'État. La 3e fois, il va prendre le pouvoir de façon démocratique. Il va prendre le pouvoir et il va être réélu. Et puis bon, naturellement, au Niger, le mandat aussi, c'est comme dans nos pays, on avait estimé à partir des années, après les conférences nationales, après la 90, on a limité pratiquement les mandats. Donc lui aussi, tout comme le Togo à l'époque, il était pratiquement le 3e président, a déjà tordre le cou à cette initiative des années 90, où on avait estimé que quand vous prenez le pouvoir, vous avez maximum de mandats. Effectivement, il fait ces 2 mandats. Et à la fin de son second mandat, il tente de modifier la Constitution. Oui, il va même tenter, parce qu'il va vouloir rester au pouvoir, parce qu'il estimait que l'ingénieur allait l'accorder au moins un moratoire de 2 ou 3 ans, je crois, pour terminer, lui, ses grands chantiers. Ce que les gens ne vont pas accepter. Quand bien même il va réussir le deal, et finalement, il va repartir par un coup d'État. Mais il aura quand même réussi à faire des actions sur le plan social qui étaient tellement remarquables. C'est-à-dire, quand il était au pouvoir, lui, il s'est donné un leitmotiv. C'est-à-dire qu'il estimait que
les campagnes, nos campagnes étaient totalement dans la misère. Donc toute son action était orientée vers les villages. Donc il avait dit les villages d'abord, les villes après. Donc effectivement, il va s'occuper des pauvres, des gens qui sont dans les choses. Toutes les actions qu'il va entreprendre, c'est à l'endroit des populations. Et donc il a été véritablement marqué, les gens l'aimaient pour ça. Et il a pensé que ça suffisait pour tordre le cou à la Constitution. Et c'est ça qui va finalement le faire partir. Donc c'est un personnage, effectivement, sur le plan politique, qui n'est pas, des choses à tirer pour nous, les nouvelles forces politiques. C'est un des aspects que nous tirons positifs, mais d'autres aspects qui sont véritablement négatifs, dont il faudra vraiment reléguer au second plan. C'est dommage pour c'est ça seulement qui a sali son image. Et cela lui a permis même de quitter son pays et d'aller en exil. Donc voilà le personnage qui nous quitte aussi. Ça fait partie des présidents, le lot des présidents qui quittent actuellement l'Afrique, dont lui, il n'est pas à l'image de certains dont nous ne voulons pas forcément citer le nom, mais lui, il est mi-raisin, mi-chaud. Voilà, c'est comme ça. Justement, c'est vrai qu'il est resté très populaire au niveau du Niger. D'ailleurs, il n'a qu'à regarder les hommages qui lui ont été rendus depuis hier. Il a été enterré aujourd'hui même. Les Nigériens ont un peu oublié ce côté de son histoire pour se concentrer sur ce président qui luttait contre la pauvreté. D'abord, moi, je pense que il faudrait quand même que l'Afrique s'en félicite, surtout lorsque nous prenons ces grands hommes que nous perdons ces derniers temps, puisque c'est devenu pratiquement récurrent. On remercie Dieu que ce sont des gens qui ont atteint un certain limite d'âge et qui fait un peu la fierté, parce que c'est dommage lorsqu'on entend 60 ans, 80 ans, ça fait mal lorsque vous perdez quand même quelqu'un, venant de le dire tantôt avec Diego Maradona à 60 ans, ça fait mal. Voilà d'ailleurs même pourquoi on ne citerait pas son nom dans le quoi que le RFI a eu à connaître, parce qu'il était encore jeune. Il avait l'âge devant lui. Donc je pense que Mamadou Tandja, c'est ce président-là, ce président qu'on peut dire le président des pauvres. Parce qu'il avait fondé une certaine hégémonie liée donc au développement à la base. Et il avait cette formule fétiche qui disait: on va finir donc de s'occuper donc des villages et on verra naturellement au niveau de la ville. Et ça, et effectivement, cela doit donc interpeller, à mon avis, certains leaders politiques. C'est vrai que lorsque vous prenez aujourd'hui l'analyse laisse présager la plupart du temps qu'on a véritablement une population au niveau de la ville. Mais lorsque vous faites la sommation de tout ça, vous constaterez que lorsque vous faites la sommation de toutes les populations des villages, vous avez quand même une popularité énorme. C'est ce qui a incarné réellement la personnalité de Mamadou Tandja. Et il est resté, en ce sens-là, le président, d'ailleurs même le président le plus populaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Issoufou, avec le fait qu'il a plusieurs fois dit qu'il ne briguera pas un troisième mandat, etc., lui donne également un attrait populaire au niveau du Niger, mais inégalé avec Mamadou Tandja. Parce que la population estimait que si réellement Mamadou Tandja, au bout de 10 ans, il n'a fait que ça, et s'occupait réellement de la population à la base, malheureusement, ces 3 ans de prolongation qu'il a voulu avoir l'ont malheureusement emporté avec un coup de temps sans effigie de sang, bien minutieusement préparé, où malheureusement le président qui a fait le colonel qui a eu quand même à faire ce coup d'État aussi n'est pas réellement rentré dans l'histoire. Donc c'est quelque part également pour dire que c'est vrai, en son temps, on l'avait donc félicité comme étant, puisque c'était critiqué, il était d'ailleurs même ce référentiel-là qui allait constituer, disons, le point de départ d'une certaine modification qu'on n'avait pas connue en Afrique de l'Ouest par le passé. Mais ça également, moi, j'interpelle réellement, disons, les militaires. C'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un brèche en ce qui concerne dans les coups d'État. Quoi qu'on dise aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, on peut réellement dire l'Afrique de l'Ouest a eu une référence lorsqu'on le prend sur le plan continental. C'est la partie du continent qui a pu se faire des prouesses, etc. Mais nous avons cette affiche-là qui est restée figée sur nous. Parce que lorsque vous prenez, après les indépendances ou après le vent démocratique de 1990, où on pensait qu'on avait fermé carrément la paille des coups d'État, c'est en Afrique de l'Ouest seul. Vous comptabilisez, on en est jusqu'à 3-4 coups d'État après 90. Et normalement, ça rabaisse un peu, disons, le success story de l'Afrique de l'Ouest. Et ça également, lorsque vous prenez ces gens-là qui rejettent en fait, ces coups d'État-là, ils ne sont pas rentrés carrément dans l'histoire.
quoi qu'on dise, hein, c'est vrai qu'on peut reprocher à Mamadou Tandja de pouvoir faire cette prolongation de 3 ans, et parce que c'est vrai, pour être un président populaire, on peut vous féliciter sur tous les plans. Il faudrait quand même qu'on puisse régenter notre gouvernance qui est liée donc aux tests. Et les tests ne le permettaient pas. Il ne devait pas donc se permettre ce 3e mandat qui, malheureusement, a affecté tout le bien qu'il a fait. Et parce qu'aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on peut dire. On ne pourrait pas parler de Mamadou Tandja sans parler quand même de ce point de départ-là qui, malheureusement, va contaminer la plupart des pays que nous connaissons avec son lot de dégâts, etc. Donc, je me dis, lorsque vous restez, il faut savoir réellement quitter. Et ça également, certains footballeurs, hein, parce qu'on ne peut pas dire la question, certains footballeurs qui ont quand même eu à marquer leur temps ne savent pas quand même quitter le champ footballistique. C'est de la même manière que certains présidents ont cru avoir, comme c'est le cas de Mamadou Tandja, il était populaire, lui-même il le savait pertinemment, que toute la population l'aimait. Et lorsqu'il va donc faire sortir cet élan de pouvoir donc proroger son mandat de 3 ans, la population devait donc lui laisser le champ libre. Or, ce sont les tests. Ça voudrait dire quelque part que vous avez eu des manquements à l'égard de la population en ne respectant pas cette parole divine, cette parole de la population qu'on vous a octroyée. Alors, Mamadou Tandja, finalement, qu'est-ce qu'on va garder de lui? On préfère plutôt garder de lui cette image du président qui s'occupait des pauvres, ou bien de celui-là qui, finalement, est à l'image de tous les présidents africains, en tout cas la plupart, qui veulent s'éterniser au pouvoir? Non, les deux. Malheureusement, on ne peut pas garder une image sans l'autre. C'est dommage, parce que quand vous êtes un acteur politique, je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit la fin. Quand vous rentrez en politique, il faut toujours avoir à l'esprit comment vous allez sortir. Vous voyez, non? Et donc, malheureusement, ceux qui veulent garder que l'image d'un homme socialisant qui a fait beaucoup de choses, mais les acteurs politiques, que ce soit au Niger, en Afrique et dans le monde, vont politiquement s'en référer. Il a été un acteur politique. Comment il a dirigé les institutions du Niger? Tout le monde vous dira qu'il a eu 2 mandats. Il fut un putschiste d'abord. Il a eu 2 mandats démocratiquement. Et les réflexes putschistes sont revenus. Donc ça veut dire que, oui, au Niger, les gens vont faire attention. Quand quelqu'un, forcément, est militaire, je vous le rappelle humblement que Thomas Sankara, paix à son âme, l'a dit, un militaire qui n'a pas une formation politique, quand il prend les choses faites en force qu'il en est, sinon les réflexes de dictateur reviennent. Donc je crois que chez lui, c'est la même chose. Ce n'est pas forcément parce que les populations l'aiment tant, c'est vrai qu'il a travaillé, mais à un moment donné, j'estime que Tandja, le réflexe militaire a repris le pas, et surtout que vous savez que quand il gouvernait, il a demandé à ce qu'on mate les rébellions et tout ça là. Donc, à un moment donné, il a pensé que bon, comme il y avait aussi là, il fallait donc s'imposer. Et je crois qu'il faut retenir les 2 aspects de l'homme. C'est aussi ça. On ne va pas occulter un aspect et laisser l'autre. Il fut un président qui a aidé à un moment donné les gens de son pays, socialement parlant. Mais n'empêche qu'on gardera de lui quelqu'un qui a voulu tordre le cou à la Constitution. Et quand vous tordez le cou dans un pays comme ça, vous faites forcément de l'émule, les autres vous suivent. Et je crois que après lui aussi, beaucoup de pays ont suivi. Et donc jusqu'à présent, c'est ça aussi la réalité de l'Afrique. Je suivais, en préparant cette émission, l'oraison funèbre qui lui a été rendue. J'écoutais toutes les éloges qui lui étaient faites. Et je me disais aussi, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'hypocrisie quand quelqu'un meurt? On occulte tout, le côté sombre. On dit qu'il était ci, il était ça, il était ci. Non, bon, avant ça se faisait, mais aujourd'hui, pour être objectif, vous allez constater que on ne peut pas réellement parler de vous en occultant un certain nombre de surtout lorsqu'on prend surtout le cas des présidents. Dans une oraison funèbre, on ne dit pas que vous étiez... De toutes les façons, l'oraison funèbre permet à ce que, à partir du moment où vous êtes un président de la République, une personnalité qui a eu quand même à marquer, à être une sorte de légende pour votre pays, il va de soi que les derniers hommages qu'on vous rende, qu'on ne puisse pas quand même ouvrir la vanne à ce que de tout ce que vous avez fait. On ne peut pas aller parler du putschisme qu'il a été, du point de départ des modifications constitutionnelles avec des améliorations qui n'ont pas malheureusement conduit au coup d'État dans d'autres pays d'ailleurs même, puisque c'est l'image qu'on retient quand même de lui. Mais de toutes les façons... fait ça en 2009, 10... que de critiques qu'on n'avait pas entendues. Oui, mais je le dis, mais au-delà de ça,
je vous dis, en face de la dépouille, Comme on le dit, devant la en face, mort, toutes voilà, les querelles se taisent. de toutes les façons, en face de la dépouille, il va de soi quand même pour la mémoire de cette personnalité parce qu'il n'a pas été que négatif. Puisque lorsqu'on jauge un peu, on fait l'équilibre des deux, je pense qu'il a été beaucoup plus positif parce que la positivité de l'homme est référencée par rapport quand même au bien qu'il a fait à son pays. Et ça, il va de soi qu'on puisse donc occulter ce côté-là. Mais cela n'empêche que lorsque le débat est un débat public, qu'on ne puisse pas quand même occulter tous vos sphères. Ça va toujours vous suivre. Et là, je pense que les Nigériens musulmans ils l'ont quand même rendu un hommage mérité. Toutefois, mais sur le plan à l'échiquier international, lorsqu'on sort de ce sphère-là, ce sont des mâles qui le suivent, qui vont toujours le suivre. Oui. Non, c'est dommage. Il faut que nous osons changer le monde. C'est-à-dire que notre approche, c'est toujours de parfaire le monde. Je crois qu'il y a une anecdote comme ça que quand Samuel a posé la question, j'ai eu la chance de suivre quelque chose comme ça dans le Grand Nord, où quand j'étais au collège, quelqu'un avec qui nous vivions dans le quartier, on savait que c'était un grand voleur, il volait les poules des gens, tout ça, là, il dérangeait tout le monde. Le monsieur meurt, mais on s'est rassemblé, on dit bien tout le bien de lui. Après, on allait pour jouer le ballon. Entre-temps, tous les jeunes, enfin, chacun ronchonnait. Ouais, donc, c'est bon. Ça, c'est vrai qu'en Afrique, nous avons le respect de la dépouille. Mais je crois que j'ai vu une vidéo où, je crois que c'est un député camerounais, je crois qu'il est mort, qui est décédé. Le prêtre qui a été courageux dit non, mais vous êtes à la députation, vous ne pensez pas au peuple, tout ça là. Si vous tous vous allez mourir, il faut mourir. Bon, c'est vrai, ça choque. Mais dans une moindre mesure aussi, ça permet aussi de prendre conscience. Donc, si quelqu'un mourait, parce que Dieu ne nous a pas intéressé, il n'y a pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que si quelqu'un meurt, que les gens sont rassemblés, c'est le moment de dire la vérité. Si la personne a été bien, oui, on dit. Mais si en temps elle a volé les poules, il faut dire. Bon, elle était avec nous, elle volait les poules, elle faisait ceci, tout ça là. Bon, mais à côté, elle a fait ceci. De toutes les façons, non, moi je pense que ça peut quand même amener à pouvoir corriger un certain nombre de nos aises ou karma de certains essais que la personne, lors de son vivant, aurait marqué. Parce que lorsque vous mourrez, que vous savez qu'on va occulter ces côtés-là. Voilà, parce que quand vous savez que devant votre corps et ça ne vous amène pas réellement à changer. Je pense que ça a commencé de toutes les façons. De la manière dont on célèbre aujourd'hui nos depuis ne sont pas de la même manière qu'on les célébrait il y a peut-être 90 ans. Même en Afrique, si c'est en Occident, c'est vrai qu'on n'y attache pas assez d'importance. Mais en Afrique également, ça commence pas à changer. Et je pense qu'on devait continuer, que ça, cela m'amène. Voilà, si vous voulez parfaire le monde, si tout le monde sait que quand vous mourrez, ce que vous avez fait, eh bien on dira. Non. Mais pendant que vous aviez violé les femmes des autres, tout ça là, que vous avez donné l'ordre qu'on tire sur les populations, on le dira. Vous avez fait tuer 15, 20 personnes, vous avez égorgé les gens. Avant qu'on l'enterre, on demande à Dieu, bon, nous c'est ce qu'il a fait dans le monde, nous savons qu'il a volé les poules, il a violé les femmes des gens. Mais à côté, il a donné à manger. Quand il n'a qu'à prendre. Donc, bon, parce que tout le monde meurt. On dit de bien de nous tous. On ne dit jamais ce que les gens font. Mais ça aussi, il faut faire une révolution. La grande pause maintenant et on revient après le journal.